à tous, je m'appelle Léry, je suis le fondateur de la newsletter Le Concentré Vélo, qui vous permet de faire grandir votre culture cyclable, mais aussi le fondateur du Job Vélo, la plateforme d'emploi dans le secteur et dans l'univers du vélo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Caroline et Juliette pour un webinaire vraiment consacré au recrutement dans le secteur du vélo. Un webinaire qui vraiment vise à aider, renseigner, informer les recruteurs, les employeurs qui ont une activité en lien avec le vélo, directement ou indirectement. Et donc pour commencer, j'aimerais proposer à Caroline et Juliette, si elles le veulent bien, de se présenter en quelques phrases. Donc voilà, je ne sais pas si Caroline, tu es devant moi à gauche, je te propose de démarrer. Ok. Bonjour à tous, donc je suis Caroline, j'ai fondé Baguette à bicyclette, livraison de petits déjeuners artisanaux à vélo, avec des vélos électriques cargo et des coursiers à vélo par-dessus, et des coursiers donc, qui sont en CDI chez nous. Ça fait partie de nos valeurs et de notre ADN. Ok, merci Caroline. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Moi, du coup, je suis Juliette. Je travaille actuellement pour la société GeoVélo, que certains connaissent peut-être, j'espère. Avant ça, j'ai un parcours dans les ressources humaines depuis une dizaine d'années, d'abord dans des grands groupes plutôt industriels 440 et beaucoup à l'étranger, notamment à Munich et aux Pays-Bas, où forcément, sans rentrer dans le cliché, j'ai beaucoup vu ce qu'étaient les villes où la culture vélo était très développée. Et en deuxième partie de parcours, je me suis orientée plutôt dans le monde des petites entreprises, et notamment deux, donc avec des postes à la fois RH et recrutement, pour accompagner la croissance dans des contextes de start-up, ce qui est un peu le cas de GeoVélo aussi actuellement. Ok, super, merci pour l'intro. Pour ceux qui nous suivent en ce moment, comment ça va se dérouler les 56 minutes qu'on a à passer ensemble? Je vais simplement commencer pendant 5 minutes à donner quelques éléments chiffrés sur le recrutement dans le secteur du vélo par rapport à des études sur lesquelles j'ai travaillé ou que je suis en train de réaliser. Et ensuite, on va passer à peut-être 20 minutes, 25 minutes de questions-réponses avec Juliette et, et Caroline, pardon. Et ces questions, en fait, elles viennent à la fois de moi et à la fois des questions que vous avez bien voulu m'envoyer, vous qui êtes les participants aujourd'hui. Donc, et puis enfin, il y aura une vraie partie de questions-réponses où vous pourrez, vous participants, poser directement vos questions et interagir avec nous. Donc, je vais partager une très courte présentation sur la thématique du jour. Hop. Voilà. Donc, je pense que vous voyez bien. Donc, on est bien. Vous pouvez me confirmer que ouais, vous voyez l'écran. Je vais d'abord m'appuyer sur une étude qu'on a réalisée avec la startup Loki, qui fait de la location, qui est un logiciel de location pour les loueurs de vélos. C'est une étude on a analysé plus de 1400 offres d'emploi publiées sur plusieurs plateformes pour essayer de comprendre un peu quels étaient les patterns, les facteurs, ce qu'on retrouvait dans l'emploi, en tout cas sur les publications d'emploi, qui est qu'une partie en fait du recrutement. Et donc sur cette base-là, ce qu'on a pu remarquer, c'est que aujourd'hui, sur les principales plateformes, on retrouve principalement des offres qui concernent des très très grandes entreprises, plus de 5000 employés. Ensuite viennent les PME et enfin les très très petites entreprises. Dans 70% des cas, les offres publiées sont des offres dans la mécanique ou la vente. Volontairement, on a retiré les offres dites de facteurs, qui sont aussi des offres qu'on retrouve beaucoup, mais qu'on a arbitrairement, qu'on n'a pas pris en compte. Mais donc, aujourd'hui, il y a énormément d'offres de mécanique vente, ce qui signifie, le corollaire, c'est que plus de 30% des autres offres ne concernent pas uniquement ce type de métier, et ce qui est du coup aussi une manière pour nous de montrer qu'il n'y a pas que ces métiers-là, de la mécanique ou de la vente dans le secteur du vélo, mais il y en a bien d'autres et on va en parler aujourd'hui. Au niveau de la représentation géographique, cette donnée n'est pas, elle n'est pas scientifique. On n'a pas l'accès à l'ensemble des bases de données et de toutes les offres d'emploi déposées toute l'année. Mais sur les 1400 offres déposées en mai dernier, on retrouve, et c'est assez logique, les plus grands, les régions où l'activité économique est la plus forte, c'est là qu'on retrouve le plus d'offres d'emploi, avec pas bizarrement, mais Lyon est Auvergne-Rhône-Alpes est très bien représentée par rapport à l'Île-de-France, alors que l'Île-de-France est quand même le poumon économique de notre pays. Mais en tout cas, voilà, on retrouve assez logiquement des offres assez importantes dans ces secteurs-là. Une information qui est souvent remontée par les candidats et les candidates, c'est l'absence, et on en reparlera, j'espère qu'on pourra en discuter avec toutes les deux
et les participants l'absence de salaire ou d'indication sur le salaire ou de fourchette de salaire dans les offres d'emploi, ce qui correspond à des choix faits par les recruteurs. C'est pas du tout lié au hasard. Et peut-être qu'on pourra avoir soit un débat, soit votre avis sur cette question-là, qui est souvent demandée à la fois par les candidats et candidates. Et via le Job Vélo, j'échange avec beaucoup d'employeurs ou de recruteurs qui se mettent à recruter pour la première fois ou qui n'ont jamais eu de difficultés, qui en ont aujourd'hui, et qui ne savent pas quoi faire avec cette question-là, de peur souvent de rater des candidatures. Donc, on pourra en discuter. Enfin, là, j'attaque plutôt la partie sur les 150 dernières offres d'emploi sur le Job Vélo. Sans surprise, on retrouve beaucoup mécanique vente, mais beaucoup moins qu'à l'échelle nationale. Et donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a aussi beaucoup d'offres dans le marketing, dans l'ingénierie ou dans le numérique également. Et dans d'autres métiers, styliste par exemple, j'ai eu ce type d'offres. Dans l'éducation, beaucoup d'offres de plus en plus dans l'éducation au vélo, et pas seulement. Concernant les types d'offres, 40% des offres aujourd'hui publiées sur ma plateforme sont des offres en CDI. Et le deuxième juste après sont les offres en alternance. Donc, ce n'est pas illogique au sens où il y a une opportunité liée à des mesures gouvernementales pour favoriser l'alternance. Donc, il y a eu beaucoup d'offres. Et par ailleurs, comme je vais vous le montrer maintenant, beaucoup d'employeurs sont des TP ou des PME qui utilisent le Job Vélo et sont souvent des acteurs qui ont besoin et qui n'ont pas forcément toujours les ressources pour recruter directement en CDI ou en CDD et donc privilégier l'alternance. Voilà, j'arrive presque au bout. Concernant le salaire, ça a été ma surprise. Sur le Job Vélo, quasiment 50% des offres annoncent une fourchette de rémunération. Alors évidemment, lorsque c'est des offres de stage ou d'alternance, c'est la loi, donc c'est normal qu'on trouve cette indication-là. Mais pour les autres offres, il y en a de plus en plus, en tout cas de recruteurs qui s'y mettent. Et donc c'est juste pour apporter un élément de plus à notre échange de ce matin. Voilà pour la très courte présentation. Je ne voulais pas faire trop long. Je voulais d'abord qu'on se concentre sur les questions-réponses. Ma première question, elle est pour Caroline. Tu as commencé un peu à y répondre. Toi, aujourd'hui, tu recrutes principalement, alors comment tu dis, des cyclologisticiens, des coursiers, des livreurs, comment tu les appelles? Alors moi, tout simplement, chez Baguette à Bicyclette, on appelle ça des coursiers à vélo, je précise quand même, parce qu'il y en a toujours qui nous appellent pour savoir si on peut livrer en fourgonnette. Donc voilà, coursier à vélo, c'est comme ça qu'on intitule nos offres. Alors coursier, coursière, ou on pourrait dire livreur, livreuse, mais je trouve que ça sonne pas très très bien. Okay. Donc nous, on les recrute en CDI, avec pour objectif évidemment de les fidéliser. Mais après, la petite particularité chez nous, c'est il faut commencer très tôt. Donc les horaires du matin ne conviennent pas à tout le monde. Ça commence à 5h30. Et en fait, pour l'instant, étant donné que la société est encore en développement, on est sur des contrats 20-25 heures par semaine. Et bon, ça laisse le temps de faire une activité à côté, mais lorsqu'on s'est levé tôt, il faut avoir une sacrée hygiène de vie, on va dire. Donc on est sur des profils un peu atypiques. Et voilà, on est un peu entre deux mondes, quoi, entre le livreur passionné et celui qui a un autre projet à côté. Ok. Et toi, Juliette, de ton côté, vous recrutez quel type de profil chez GeoVélo? Alors nous, on est une entreprise complètement dans le numérique, donc c'est pas du tout ce type de profil. On a évidemment beaucoup recruté de personnes sur la tech, donc des développeurs back-end mobile, des personnes sur la R&D, et je mentionnais aussi pas mal de personnes pour monter une équipe marketing, donc sur des créations de postes à l'acquisition, sur le produit, sur de l'UX design, par exemple, à la fois pour notre application et notre SaaS. Ok. Comment vous faites pour mettre en œuvre un mot à la mode, mais je pense qu'il a toujours existé, qui est l'expérience candidat. Donc, je ne sais pas si l'une ou l'autre sont à l'aise pour peut-être définir ce que c'est, pour peut-être les recruteurs ou les employeurs qui nous suivent, qui n'ont peut-être pas conscience de cette notion-là, mais je serais curieux si vous pouvez nous partager, peut-être si GeoVélo, avec ton expérience dans différents groupes, comment ça se matérialise et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je n'ai pas la définition purement théorique, mais en tout cas, je dirais que ce sont tous les points de contact qu'on va avoir avec un candidat, même à partir du moment où il postule et même, pourquoi pas, en amont, jusqu'à son arrivée dans l'entreprise. Ok. Grosso modo. Et chez GeoVélo, vous avez une stratégie par rapport à ça? Vous avez un plan d'action ou c'est quelque chose c'est un héritage et vous continuez ça de manière
comme vous l'avez toujours fait en fait? Je pense que c'est toujours à retravailler, à optimiser. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est crucial aujourd'hui parce que, bon, à l'époque, il y avait un rapport de force, je pense, qui était plutôt en faveur des employeurs qui avaient le choix parmi des candidats. Aujourd'hui, c'est plutôt une relation d'égal à égal, voire même peut-être à l'avantage des candidats. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, de guerre des talents, etc. Et donc, pour moi, c'est crucial de travailler voilà, sur la proposition de valeur de l'entreprise pour pouvoir se différencier et du coup d'avoir une expérience candidate d'ailleurs, la plus fluide possible. Donc, ça va être voilà, quelle perception les personnes ont de l'entreprise, encore une fois, même avant même qu'elles postulent. Donc là, ça va être des enjeux plutôt de marque employeur. Et ensuite, sur le process de recrutement, faire attention à des choses type du timing, pas un recrutement qui dure 4 mois, par exemple. Ça peut être dans les échanges d'être toujours au plus proche de la réalité, c'est-à-dire bien sûr il faut vendre son entreprise, se mettre un peu sous son meilleur jour, mais sans édulcorer la réalité, sans voilà, créer des attentes qui in fine ne seront pas au rendez-vous. C'est par exemple, je pense à des choses, c'est peut-être un b.a.-ba, mais de faire un retour. Moi, je mets vraiment un point d'honneur à faire un retour à tous les candidats, peu importe l'étape dans laquelle ils sont du process, que les réponses soient positives ou négatives. Avant, je pense que beaucoup d'entre nous ont reçu des mails type suite à une candidature du type voilà, si vous n'avez pas de réponse de nous sous 3 semaines, considérez que vous n'êtes pas le profil adapté. Aujourd'hui, ça, je pense que c'est plutôt une mauvaise pratique et qu'il faut un peu éviter ça et vraiment faire du personnalisé dans la mesure du possible, quoi. Ok. Ok. Et pour toi, Caroline, c'est quelque chose. Parce que tu me dis que si vous êtes une entreprise en développement, on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a des choix à faire. Tu ne peux pas te poser 2 heures et te dire comment je vais faire une expérience candidat idéale. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Alors bon, il y a dans l'imaginaire comment on aimerait que ça se passe et puis comment ça se passe en réalité. Ouais. On va dire qu'on manque un peu de temps pour améliorer un peu ce process. Nous, déjà, dans l'annonce, je pense qu'on essaie vraiment de préciser qu'on cherche soit quelqu'un qui aime le vélo, soit quelqu'un qui aime les bons produits. Parce qu'en fait, je trouve qu'il faut quand même avoir la fibre, une sensibilité pour au moins une de ces deux choses. Après, c'est ce que j'ai remarqué. Après, quelqu'un pourrait me faire mentir demain, mais dans l'ensemble, voilà, quelqu'un qui n'aime pas du tout le vélo, qui est juste sportif, assez rapidement, finalement, il va se retrouver assez vite épuisé par le vélo, quoi. Donc déjà, ça passe par l'annonce par donner envie et pour bien expliquer qu'on fait de la logistique décarbonée, quoi, mais aussi qu'on vend des bons produits et il va falloir avoir une considération, parce que le but, c'est de vendre des baguettes, des croissants, etc., mais que ça soit amené avec le sourire, que ça soit bien présenté, que ça ne soit pas juste un livreur à domicile comme on en connaît tous aujourd'hui. Ensuite, dans notre expérience, ce qu'on a changé un peu, c'est l'accueil. Au départ, nous, on faisait venir les gens très tôt le matin, donc pour le premier jour, et on leur disait, vous nous suivez, regardez comment on fait, et puis ça durait quelques jours, vraiment sur une grosse partie observation. Et je pense qu'à cause de ça, on en a perdu quand même certains. Et puis, il y a aussi des choses que nous, on ne vérifiait pas. Et vous allez tous rigoler, là, je pense. Mais la chose qu'on ne vérifiait pas, c'était s'ils savaient faire du vélo. Et c'est quand même arrivé qu'un matin, quelqu'un vienne et il ne savait pas faire de vélo. Ah ouais. Bon, c'est pas moi qui l'ai formé ce jour-là, mais bon, je pense que je me serais juste marrée. En l'occurrence, la personne qui l'a formé, elle a passé un mauvais moment parce qu'il y a son stress de ses livraisons à lui. Et il y a cette personne que vous traînez parce qu'elle a postulé un poste d'emploi à vélo, mais finalement, c'est même pas faire de vélo, quoi. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est donc les gens viennent l'après-midi plutôt pour, on va dire, un peu rencontrer l'équipe, tester le vélo, faire les premiers réglages dessus. Dans l'expérience candidat, je pense que ce qui est aussi important par rapport à nous, c'est d'avoir une tenue aux couleurs de l'entreprise. Ça fait aussi partie d'un sentiment d'appartenance et je pense que ça améliore l'expérience candidat. Ok. Donc, dès qu'ils sont embauchés chez nous, ils ont une tenue. Et on essaie de leur apporter une formation très spécifique à Baguette à bicyclette, parce qu'on fait de la logistique, mais vraiment de manière très différente de beaucoup d'autres. Après, voilà, cette expérience candidat, aujourd'hui, il faut quand même vraiment qu'on l'améliore. Et je rejoins Juliette sur le coup de la rapidité. Nous, les coursiers, c'est quand même les seuls candidats. Vu qu'on est un peu sur des postes, je ne vais pas dire précaires, mais c'est des gens qui ont postulé le lundi matin et le mardi après-midi, ils ont déjà trouvé quelque chose. C'est des postes très alimentaires, je pense, il faut quand même le préciser. Enfin, en tout cas, chez Baguette à bicyclette, parce qu'on est vraiment sur du coursier pur et dur.
C'est vrai que, par exemple, ils nous envoient leur candidature le lundi, on les rappelle le mercredi et souvent, ils ont déjà trouvé. Donc, c'est hyper intéressant. Vous donnez une définition à toutes les deux de l'expérience candidat qui démarre du moment où vous publiez une offre d'emploi au moment où ils sont potentiellement recrutés, ils sont en phase d'onboarding. C'est ça. Parce qu'entre ces deux moments-là, vous pouvez perdre le lien, soit parce que vous répondez trop tard à leur candidature, soit parce que leur première expérience en tant que candidat, soit en entretien, soit pendant les premiers jours, ne correspondent pas à leurs attentes ou à vos attentes, quoi. C'est Donc, ça. c'est hyper intéressant. Pour rentrer un peu plus dans le détail, j'aimerais votre avis sur, j'en ai parlé tout à l'heure, la notion de salaire. Est-ce que c'est important pour vous d'indiquer une fourchette de rémunération? Oui, non. Comment vous gérez ça? Alors, nous, vu qu'on est sur un poste très opérationnel, aujourd'hui, on rémunère un tout petit peu plus que le SMIC, on est à 12 € de l'heure. Il y a pour objectif de mettre après des primes sur l'ancienneté, par rapport à des objectifs atteints, donc un nombre de livraisons, un taux de satisfaction, etc., qu'on peut commencer à mesurer petit à petit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, le livreur qui est resté le plus longtemps, je crois qu'il est resté 6 mois, il me semble, de mémoire, 6 ou 7 mois. Et c'est vrai que c'est très, très dur d'arriver, on va dire, jusqu'à cette phase où ils sont hyper autonomes et on arrive à mettre en place la prime, quoi. Donc, on ne la met pas souvent en place, malheureusement. Mais voilà, nous, on le dit tout de suite qu'on rémunère 12 € de l'heure. Okay. Voilà. Et pour toi, Juliette, à GeoVélo, comment ça se passe? Oui, alors moi, je n'ai pas d'avis complètement tranché sur la question. Effectivement, il y a des pour, parce que tu le disais, Léry, c'est une attente forte de la part des candidats. Ça peut permettre de filtrer, d'avoir une présélection qui est faite directement à l'entrée avant même que la personne ne postule, parce que seules les personnes qui se retrouveront à la fourchette franchiront le pas. Et il y a des contres aussi, c'est-à-dire à l'inverse, freiner certaines personnes qui ne seront pas dans cette fourchette, alors soit que leurs attentes sont plus élevées, soit et là, ça peut être aussi des femmes qui se sous-évaluent et du coup qui se disent bah non, c'est trop cher et j'y vais pas. Et c'est dommage. Donc ne pas en mettre, ça peut permettre d'avoir un spectre plus large. Et finalement, une entreprise peut aussi pas changer complètement son fusil d'épaule, mais se dire bah voilà, cette personne n'est pas dans le budget que j'avais prévu, mais elle fait vraiment la différence. Et finalement, par rapport aux autres candidats que j'ai vus, elle en vaut vraiment la peine, donc je vais mettre la main au portefeuille et proposer peut-être un petit peu plus, alors qu'en le mettant, bon, on l'aurait peut-être pas eu. Donc voilà, je pense que tout dépend du budget qu'on s'est alloué, dans quelle mesure il est flexible. Tout dépend du poste qu'on a à pourvoir et voilà, si c'est le type de profil dont parlait Caroline, je comprends complètement que le maître j'ai recruté des livreurs avant, alors pas à vélo, mais plus standard, et c'est vrai qu'on le mettait aussi. Je pense qu'il faut voir, ça dépend aussi de la culture de l'entreprise. Si c'est une entreprise, il y en a beaucoup maintenant qui pratiquent une transparence des salaires avec des grilles très figées presque. Et ben, autant le mettre parce qu'on sait que derrière, il n'y aura pas de négociation possible et qu'il faudra rentrer là-dedans. Donc là, je comprends, et je comprends aussi de ne pas en mettre. Donc, je n'ai pas une réponse toute faite. Ok. Moi, je vous donne juste un élément. Là encore, mon échantillon est trop petit pour qu'il soit fiable, mais je pense qu'il est vraisemblable. C'est sur les offres d'emploi où il y a le salaire indiqué ou la fourchette de salaire indiquée, il y a plus de visiteurs qui vont jusqu'à l'étape postulée. Donc, et encore une fois, c'est pas assez scientifique ce que je vous dis là, c'est juste un retour d'expérience. Et il faudrait que je regarde la typologie des métiers notamment pour voir s'il y a un lien ou pas, comme tu le dis. Une autre question, est-ce que la lettre de motivation sert encore à quelque chose? Pourquoi? Parce que j'ai des recruteurs qui me disent qu'ils en ont marre de recevoir toujours les mêmes lettres de motivation standards sans rien de personnalisé. Du coup, ils s'interrogent sur voilà, est-ce que ça sert encore à quelque chose de demander une lettre de motivation à un candidat ou à une candidate? T'as pas envie de répondre? Je pense que c'est pareil, ça dépend un petit peu ce qu'on attend de la personne. Enfin, je ne veux pas parler à la place de Caroline, mais sur des jobs alimentaires, c'est peut-être différent que sur d'autres types de postes. Alors, moi, personnellement, je lis toujours les lettres de motivation. Effectivement, je comprends que certains ne les lisent plus parce qu'on a souvent des lettres qui sont génériques, qui ne font que retracer le parcours, qui est déjà sur le CV et qui envoient la même chose à tout le monde. Et finalement, ce n'est pas ça qu'on attend d'une lettre de motivation. Mais quand on a une lettre de motivation qui est bien faite, c'est-à-dire qu'elle précise justement ce qu'il n'y a pas dans le CV,
Donc, pourquoi la personne postule, en quoi le projet de l'entreprise l'intéresse, ce qui la pousse à changer de secteur, par exemple, ou voilà, toutes les raisons qui en fait, l'ont poussé à postuler. Là, la lettre de motivation, je la trouve précieuse. Évidemment, ça demande un investissement de temps de la part du candidat parce qu'il faut la rédiger. Alors, on n'attend pas des pages de toute façon, mais voilà, il faut faire cet effort-là. Du coup, quand même, le recruteur voit que la personne a fait l'effort, donc forcément, c'est un plus. Et aussi pour le candidat, parfois, ça permet de filtrer justement quand on se rend compte qu'on n'a pas forcément envie de faire cet effort-là. Peut-être qu'il faut se dire que si la motivation n'y est pas, ce n'est pas le poste qu'il nous faut. Alors ça, c'est un peu idéal comme situation et parfois, les candidats postulent parce qu'il leur faut un travail. Mais voilà, ça dépend un peu le type de profil. Mais c'est vrai que, évidemment, moi, j'écarterai pas un candidat qui coche toutes les cases et qui n'aurait pas fait de lettre de motivation. En revanche, je peux très bien sélectionner un candidat qui peut-être a un CV un peu moins bon qu'un autre, mais qui s'est donné cet effort-là et qui a justement, et surtout sur le secteur du vélo, partagé sa passion du vélo, par exemple, avec moi sur sa lettre de motivation. Je pense que ça dépend aussi du parcours de la personne, c'est-à-dire que parfois, on a des candidats où c'est un peu fléché et on comprend très bien par rapport à leur parcours pourquoi il ou elle postule. Et parfois, on a des personnes, je ne sais pas, par exemple, en reconversion, où c'est peut-être moins limpide. Et du coup, là, ça peut nous aider à savoir justement pourquoi cette démarche, qu'est-ce que la personne cherche. Et du coup, mieux comprendre voilà, les attentes de la personne, suivre sa logique et son cheminement. Ok. Donc moi, je trouve que, en tout cas, je les lis toujours et je suis, voilà, encore une fois, à condition qu'elles soient bien faites, je trouve que c'est un vrai plus dans la candidature. Ok. Pour toi, Caroline? Moi, c'est un peu comme Juliette. C'est sûr que ça ne sera pas un moins, même si la lettre n'est pas super. Parfois, voilà, si le CV se suffit à lui-même, je veux dire, ça peut faire la différence. Bon, pour les postes de coursier, évidemment, je ne reçois jamais de lettre de motivation. Et finalement, c'est pas ce que je leur demande, parce que comme disait Juliette, c'est de l'alimentaire quand on ne demande pas d'être surmotivé à l'idée de pédaler au petit matin. Par contre, voilà, pour tous les postes au bureau, donc nous, ça peut être responsable logistique, il y a un chargé de projet, quelqu'un à la com, etc. C'est vrai que s'il y a une lettre de motivation et qu'elle est différenciante, je trouve que ça apporte un réel plus, quoi. Et il y a vraiment des gens qui font un effort hyper intéressant. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai que moi, à la différence de Juliette, c'est vrai qu'on est encore beaucoup trop petit pour répondre à tout le monde. Mais des gens qui font des très belles lettres de motivation, des très belles candidatures, des trucs un peu personnalisés, et ben, si on ne va pas plus loin, je prends toujours la peine de leur répondre parce que je me dis, voilà, c'est des gens qui se sont donnés un peu. Et donc, voilà, ça fait partie, je trouve, on reçoit, donc on donne aussi, quoi. Ok. Le temps file, alors je vais poser quelques questions et si vous pouvez essayer d'avoir questions-réponses plus courtes, on verra si on y arrive. Prenez le temps que vous voulez, il n'y a pas de souci. Une question qui m'a été posée sur les personnes, comment vous accueillez les candidatures de personnes en reconversion? Je ne veux pas donner mon avis parce que je ne vois pas ce que ça change, mais en tout cas, apparemment, elles seraient de plus en plus nombreuses, des candidats qui ne cocheraient pas beaucoup de cases techniques ou, ou les compétences requises, mais par contre, elles cocheraient plutôt le savoir-être ou le savoir-faire ou tout l'envie d'être dans le secteur du vélo. Comment vous gérez ça? Moi, personnellement, à la base, avant d'aller jusqu'au bac+5, j'avais arrêté l'école à 16 ans. Donc, en fait, moi, même parfois, ça arrivait que des gens me disent c'est bizarre, tu n'as même pas regardé mon CV. Et donc, en fait, voilà, c'est vrai que je suis plus sur le savoir-être, sur le savoir-vivre, sur tout ça, plutôt que sur le CV, sur les compétences. Je regarde un peu la personne et je regarde un peu les postes qu'on peut lui proposer où elle pourrait être épanouie par rapport à ce que j'arrive à percevoir. Après, la reconversion, voilà, c'est aussi un sujet très compliqué parce que parfois, on a la volonté de faire autre chose, mais finalement, on est tellement conditionné par ce qu'on a déjà fait que voilà, il faut aussi avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc, moi, en tout cas, je suis vraiment pas contre personnellement, mais parce que ça vient aussi de mon parcours où je ne regarde pas du tout que les études. Ok. Ouais, moi, je pense que la reconversion, déjà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination. C'est quand même l'aboutissement d'un projet professionnel qui est mûri en général. Et du coup, ça peut être quand même le signe d'une motivation profonde à faire le métier. On parle du vélo, voilà, de se reconvertir là-dedans.
évidemment, bon là, je rejoins la motivation, c'est encore plus clair quand la personne nous explique pourquoi il y a eu ce changement. Mais je trouve que recruter des personnes qui ont fait une reconversion, déjà, ça permet de s'ouvrir à des profils plus variés, donc apporter de la diversité en entreprise, plutôt que de se dire, bon voilà, on recrute que des Bac+5 de ça, ou que des gens issus de tel BTS, par exemple. Ça peut permettre aussi de faire face à certaines pénuries. On en parlait sur des postes de mécaniciens, par exemple, vélo ou autres, où finalement, si on cherche des personnes qui ont déjà 10 ans d'expérience, bon, ben, là, on va vraiment être dans un entonnoir où il n'y aura pas de profil. Mais après, moi, je traite ces candidatures, oui, comme tu disais, un peu comme les autres. Je ne fais pas tant de distinctions que ça. Ok. Une autre question qui m'a été posée, c'est, mais tu as commencé à en parler là à l'instant, Juliette, c'est sur les pénuries. Donc, je ne sais pas si, enfin, en France, on entend souvent il y a des pénuries partout, mais bon, nous, on sait que dans le vélo, il y en a notamment sur la partie mécanique et vente, mais je crois qu'il y en a aussi dans le numérique, qui fait aussi partie des métiers du vélo aujourd'hui. Comment vous gérez ça? Enfin, je ne sais pas si vous avez cette problématique chez Baguette à Bicyclette, mais voilà, curieux de savoir comment on gère quand on est dans on recrute des profils, du coup, chez les livreurs, ça doit être ça aussi, où il y a une pénurie. Est-ce que vous avez des conseils à donner là-dessus? Tu veux commencer, Juliette? Alors, je peux tenter des éléments de réponse, hein, il n'y a pas de solution miracle. Évidemment, je pense que pour anticiper la pénurie, il faut quand même travailler sur la marque employeur, l'expérience candidat, pour éviter de perdre déjà le peu qu'il y a de professionnels, pouvoir se démarquer avec une vraie proposition de valeur. Mais je pense aussi à développer des compétences en interne, former les salariés qui n'ont peut-être pas les compétences qu'on veut, mais qui ont une volonté de se développer et un potentiel, proposer des mobilités internes, des choses comme ça. Peut-être aussi revoir ses attentes, ne pas toujours chercher le mouton à 5 pattes, mais se dire, on prend telle personne, il lui manque peut-être ça et ça, mais on va pouvoir l'accompagner, encore une fois, proposer des formations. J'ai rencontré sur un salon la semaine dernière quelqu'un qui travaillait dans un ESAT et qui propose par exemple maintenant une filière vélo pour la réparation de vélos, donc c'est des choses qui vont se développer aussi. Il me semble que j'ai vu dans la conversation à côté quelqu'un qui était aussi sur de la réinsertion professionnelle, si je ne me trompe pas. Donc, ça peut être des leviers auxquels on ne pense pas forcément, même en tant que recruteur, parce qu'on poste notre annonce, mais des organismes comme ça qui peuvent nous accompagner et proposer des solutions pour recruter ces métiers qui sont pénuriques, parce qu'eux-mêmes vont les former, par exemple, leur proposer cet accompagnement. Ok. Ça peut être des pistes. Et après, évidemment, il y a des choses un peu plus classiques, mais vraiment de recruteurs, d'aller faire du sourcing proactivement, d'aller faire de la chasse, mais ça ne résout pas le problème d'avoir un vivier plus important, quoi. Ça va être vraiment très simple. Okay. Toi, Caroline, comment vous gérez ça? C'est vrai que nous, il y a un peu une pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'en fait, ça vient déjà du fait qu'aujourd'hui, le vélo, on l'imagine pas forcément en travail. Enfin, on l'imagine plutôt comme un loisir et qu'on n'imagine pas tous les métiers qu'il peut y avoir autour du vélo. Alors que ça passe par coursier, par des développeurs, par du marketing. Enfin, tous les métiers en fait d'aujourd'hui sont aussi des métiers possibles dans le vélo. Et ça, je pense que de prime abord, les gens s'imaginent peu. Moi, de ce que je repère aussi au niveau des postes qu'on propose, et pas forcément seulement au niveau du métier de coursier, c'est qu'il y a une grosse carence de profils féminins. Nous, on reçoit beaucoup de candidatures d'hommes. Je trouve ça un peu dommage, mais je pense que ça vient d'un manque de communication. On s'imagine déjà pas forcément le vélo comme un travail et encore moins comme un métier au féminin. Donc, je pense que ça, c'est le rôle de toutes les entreprises, des recruteurs, des pouvoirs publics, de faire émerger justement l'idée que le vélo, ça se fait aussi au féminin. Et ça permettra, je pense, à terme de réduire un peu la pénurie de profils, parce que la pénurie de profils, elle se situe à tous les échelons de la société, quoi. C'est une super transition. Ouais, non, mais complètement. C'était la question que j'avais posée sur la partie inclusion et diversité, voire parité dans les métiers du vélo. Je me rends compte qu'avec toutes les questions qu'on est en train de se poser, on comprend pourquoi il y a des métiers de chargé de recrutement à temps plein, quoi. Parce que il faut penser à tout ça. Mais vous avez deux profils différents dans deux structures différentes. Donc, comment on prend cet élément en compte? Est-ce que vous utilisez l'écriture inclusive dans vos offres d'emploi? Est-ce que vous ciblez des communautés ou des réseaux sociaux ou des réseaux spécifiques, sans être dans de la discrimination positive pour autant? Enfin, je sais pas, comment on gère ça? On ne le gère pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Ok. Non, nous, on fait
Ouais, c'est dur, même alors, sur les profils techniques opérationnels, mais aussi moi, je pense à mon équipe de développeurs. C'est extrêmement dur d'avoir des femmes parce qu'il n'y en a déjà pas dans les écoles, en fait. Donc, arriver sur le monde du travail, c'est pas que c'est déjà trop tard, mais évidemment, je vais avoir beaucoup plus de mal à recruter et à cibler une femme qu'un homme, c'est sûr. Après, effectivement, l'écriture inclusive dans les offres, alors, bien sûr, on le fait, mais en plus, bon, c'est la loi quand même, quelque part. Nous, on précise aussi que voilà, la compétence égale, et là, c'est pas forcément homme ou femme, mais c'est d'autres critères. On donne la priorité aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. On peut poster effectivement sur des sites gratuits comme la GFIP. Après, on va suivre effectivement l'évolution de la parité homme-femme chez GeoVélo, même si on est trop petit pour avoir pour calculer l'index égalité professionnelle, mais on ne veut pas attendre de devoir le calculer pour se rendre compte qu'on a des choses à corriger. Mais après, voilà, la diversité, c'est pas que, du coup, on pense beaucoup au genre, au handicap, mais ça va être aussi, par exemple, moi, je sensibilise en interne toutes les personnes qui vont être amenées à faire des recrutements, donc les managers ou les membres de l'équipe qui font passer des entretiens, sur ce que sont tous les critères de discrimination, par exemple. Donc, en fait, il y en a plus d'une vingtaine. On en a quelques-uns qu'on connaît évidemment, mais il y en a plein auxquels on ne pense pas. Et donc, voilà, eux, ils doivent se resensibiliser à ça et pas tomber dans les biais du recrutement classique, les biais cognitifs. Mais effectivement, c'est parfois difficile de faire de la diversité. Enfin, voilà, d'avoir des. Comment dire ? Après, je repense à la reconversion, ça peut être aussi un levier pour avoir une équipe plus diversifiée avec des gens qui ont des parcours complètement différents, qui viennent d'autres secteurs, pas que du vélo, même si c'est vrai que c'est important d'avoir des gens qui partagent quand même cette passion. Mais c'est des questions compliquées. Et effectivement, nous, dans le monde du travail, on est un petit peu en bout de chaîne et c'est compliqué de corriger des inégalités qui seraient là déjà en amont. Ok. J'en profite, un petit message pour les participants. Dans 5-6 minutes, on va prendre vos questions, donc n'hésitez pas à commencer à les rédiger dans le chat, si vous le voulez bien. N'hésitez pas, ne vous censurez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, vraiment pas. Donc là, on vient de parler on a parlé de plusieurs défis, mais notamment celui de la parité ou de la diversité ou de l'inclusion. Quels sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui dans vos recrutements en cours ou passés, qui seraient intéressants de partager là où, voilà, en quoi vous galérez aujourd'hui dans vos recrutements? En plus de tout ce qu'on vient de se dire, s'il y en a d'autres. Je réfléchis. Hein. Pendant que vous réfléchissez, je les cite à haute voix, parce que moi, je vous ai écouté attentivement. Il y a d'abord, premier défi, c'est le temps, trouver du temps en tant que recruteur. Je me positionne vraiment en tant que recruteur ou employeur. Le deuxième, c'est il y a des pénuries, donc comment on gère ça. Le troisième, c'est les profils des candidats, donc la partie, il n'y a pas de mouton à 5 pattes, ou c'est très rare, surtout il ne faut pas aller les chercher, parce que ça n'existe pas, peut-être pas. Vous n'avez pas trop parlé de concurrence. Voilà, je serais curieux de savoir comment on gère quand on est GeoVélo et qu'on a Komoot ou je ne sais pas quelle autre Google Maps ou quelle autre application qui recrute des profils comparables, qui attendent un peu les mêmes profils. Donc, comment vous avez parlé de la marque employeur, on n'a pas trop précisé ce que c'était et peut-être si vous voulez, voilà, je repose des questions, mais donner un peu les bases d'une marque employeur. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que je vous ai laissé le temps de réfléchir à quelques réponses. C'est vrai que pour parler de la concurrence, nous, on va dire que les postes sur lesquels il y a la concurrence, bon, évidemment, il y a des métiers de coursier à vélo, parce que souvent, on va dire sur les métiers de coursier à vélo, on est plus sur des horaires standards en 35 heures, 8h, 17h, et c'est sûr que ça fait peut-être un peu plus rêver les collaborateurs. Donc nous, par rapport à ça, c'est assez difficile parce qu'on commence vraiment très tôt, donc c'est sûr que la journée se finit plus tôt, mais en fait, il faut réussir à tenir le rythme. Tout le monde n'est pas du matin. Et nous, sur les postes au bureau, on va dire que la concurrence, nous, on aime bien prendre des gens, comme je vous disais, qui sont proches un peu du métier de la food. Et finalement, nos concurrents aujourd'hui, c'est Frischti, Gorillaz et d'autres, parce qu'ils ont des métiers aussi, ils ont des métiers de bureau, au marketing, à la com, au dev, etc. Et en fait, je pense que voilà, il y a ceux que la Startup Nation fait rêver en disant, bon, chez Frischti, on est sûr que ça va exploser et je vais faire partie du wagon.
Et puis, il y a ceux qui sont parfois peut-être un peu plus modestes, et ce n'est pas du tout un reproche, enfin, c'est une constatation, qui disent moi, je préfère participer à quelque chose qui a un peu plus de sens et être vraiment au tout début de l'aventure. Nous, chez Baguette, vu qu'on est moins d'une dizaine de personnes, il y a des gens qui se disent voilà, je prends ma chance et puis je verrai dans 1 an et demi ou 2 où ça m'a mené. Le problème de ça, et là, c'est un problème dans lequel je suis confrontée, un problème auquel je suis confrontée actuellement, c'est que souvent, ces profils qu'on attire, c'est des profils très jeunes. C'est des gens qui sortent d'école. Et on va dire que maintenant, avec ma courte expérience et avec un petit peu de retour de mes investisseurs, etc., et des conversations que j'ai pu avoir, en fait, aujourd'hui, l'idéal, c'est d'avoir une mixité au niveau des âges, je pense, du très jeune et puis du un peu moins jeune. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a du mal à attirer des profils un peu plus seniors. On ne parle même pas de salaire parce que justement, là, sur les nouvelles fiches de poste, j'ai marqué salaire selon profil, donc justement pour laisser la porte ouverte. Mais voilà, on a un peu de mal à attirer des profils un peu plus seniors qui, je pense, pourtant, pourraient faire beaucoup de bien à Baguette à bicyclette, en l'occurrence. Okay. Donc, on n'attire pas les seniors et on n'attire pas les femmes. Donc, ça réduit quand même le scope. Ouais, et ça laisse un vivier à côté assez costaud, quoi, finalement, si on arrive à les toucher, quoi. Et pour toi, Juliette, du coup, les défis, ou si tu veux parler de marque employeur, je ne sais pas. Oui, pardon. La marque employeur, je dirais que déjà, c'est en grande partie des pratiques internes, pour pas que ce soit juste une coquille vide et du marketing auprès des candidats qui, après, ne retrouvent pas l'écueil de ça, c'est voilà, faire un peu de la pub pour quelque chose qui finalement n'existe pas. Donc, je pense que déjà, c'est un gros travail sur les politiques, les pratiques de l'entreprise en interne. Par exemple, chez GeoVélo, on est en train de travailler sur justement la définition de la culture d'entreprise, donc conjointement avec tous les salariés, de savoir quelle est la raison d'être de GeoVélo, quelle est la vision à moyen long terme, quelles sont les valeurs, pour pouvoir ensuite communiquer ça à l'externe, avoir une proposition de valeur, se démarquer de nos concurrents, par exemple, et pour que les candidats potentiels sachent comment ça fonctionne et ce qu'ils peuvent attendre finalement de l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est important de se différencier là-dessus. Et après, sur les défis, oui, je te rejoins. Je pense qu'il y a des défis exogènes, donc la pénurie de candidats et la concurrence entre les entreprises. On est sur un marché en tension. Et après, les difficultés internes, effectivement, de manque de temps ou de moyens, aussi financiers, par exemple. Le recrutement, voilà, ça peut être chronophage, ça peut être coûteux, notamment lorsqu'ils sont ratés, entre guillemets. Mais c'est un investissement qu'il faut quand même prendre. Mais voilà, c'est compliqué, surtout quand on est dans des petites structures où il n'y a pas forcément de RH ou de recruteur et que ça a du temps pour, par exemple, toi, Caroline, j'imagine. C'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver. Surtout si on veut bien le faire, parce que je veux dire, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de relances de candidats qui me disent vous n'avez pas répondu. Le candidat est très pressé, est-ce que je peux comprendre? Mais moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai ce sujet et j'en ai aussi plein d'autres. En fait, il faut vraiment réussir à le prioriser et à bien le faire. Moi, j'aime bien passer un petit appel aux gens pour faire un petit entretien de 10-15 minutes. Ça prend un temps fou. Mais pour moi, c'est aussi important pour créer, on va dire, ce début de relation, quoi. Ok. Super intéressant. Il y avait une question sur la limite d'âge niveau senior. Donc, Caroline, tu as répondu, il n'y en a pas. J'imagine que Juliette, il n'y en a pas chez vous. Ça m'inquiéterait s'il devait y en avoir. Je pense qu'Henri cherche un boulot de designer UX. S'il n'y en a pas sur le site des Jeux Vélo, c'est qu'il n'y en a pas. Mais je sais qu'il y en a chez Velco en ce moment. Malheureusement, on a recruté Laura lundi dernier, qui est arrivée sur l'UX UI. Donc, ça a été pourvu. Et puis, heureusement, alors. Ouais. Et du coup, Stéphane a c'est vrai, c'est un sujet dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas si c'est très populaire aujourd'hui, d'ailleurs, la cooptation pour recruter. Est-ce qu'il y a des incentives, je sais pas, des bonus ou autres, si un de vos salariés vous recommande un candidat ou une candidate et qu'il se trouve que ça match? Est-ce que c'est des systèmes que vous avez mis en place? Alors, moi, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas encore mis en place. Mais j'aimerais bien justement que ça prospère dans les années à venir, ou dans les mois. Effectivement, chez GeoVélo, on l'a mis en place il y a 2 mois, il me semble, avec effectivement une prime de cooptation. Et du coup, moi, je présente les postes ouverts une fois par semaine pour qu'aussi chacun sache quel profil on recherche. Après, je pense que la cooptation, c'est très bien jusqu'à certaines limites.
C'est-à-dire qu'il y a des études, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais qui montrent que en général, les personnes cooptées réussissent mieux leur prise de poste, par exemple, et sont mieux intégrées dans les entreprises. La limite que je vois à ce système, c'est plus justement le problème de la diversité. C'est-à-dire qu'on aura plutôt tendance à coopter des personnes soit qui ont fait les mêmes études que nous, soit qui ont travaillé dans la même entreprise que nous. Et du coup, si on ne fait que de la cooptation, finalement, on risque de se retrouver avec une équipe moins diversifiée que si les personnes ne sont pas toutes cooptées, quoi. Ok. Donc, je pense que c'est bien de le mettre en place et je pense que ça marche bien. Mais après, il faut aussi que les salariés soient les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Et donc ça passe aussi par des politiques en interne, encore une fois, d'attractivité, enfin pas d'attractivité, pardon, mais de rétention des salariés, de proposer des conditions de travail, une qualité de vie au travail qui soit la meilleure possible. Parce que évidemment, si les salariés ne sont pas heureux, ils vont difficilement coopter leurs connaissances pour venir travailler chez nous. Ok, donc prenez soin de vos salariés pour espérer recruter de bons salariés, quoi. Ça va ensemble. Est-ce qu'on peut te demander à quoi ressemble la prime ou le bonus de recrutement chez vous, une fourchette? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est des congés? Est-ce que je sais pas quel format ça prend? Non, c'est de l'argent. C'est de l'argent. On a mis une prime qui est de 1 000 € brut pour les postes en CDI à temps plein. Pour l'instant, on n'a pas différencié. Alors, je sais que dans pas mal d'entreprises, souvent, il y a des différenciations entre les profils rares, on va dire, donc plutôt développeurs, où les primes sont plus hautes que pour les profils moins rares. Donc, au marketing, chez GeoVélo, bon, on ne l'a pas fait. Et après, c'est un peu plus bas pour les contrats en stage ou alternance ou temps partiel. Ok. On a deux questions intéressantes. La première, c'est est-ce que vous avez mesuré le coût d'un candidat que vous avez recruté, mais dont le contrat s'est arrêté assez rapidement, quelles que soient les causes, par rapport à un autre candidat que vous auriez peut-être rémunéré ou qui était sur une fourchette de salaire un peu au-dessus de vos objectifs, mais qui va rester plus longtemps? Bon, la question est un peu compliquée, mais je veux dire, c'est dur de répondre à cette question, mais je vous la pose parce qu'elle nous a été posée. Et je pose la deuxième qui a été posée pour vous laisser le temps d'y réfléchir. C'est quel usage faites-vous de LinkedIn et de vos communications sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est un recruteur qui se demande est-ce que ça marche, quel rythme utiliser ça. Donc, je ne sais pas si l'une ou l'autre veut répondre au moins commencer par la première. Sachant que Caroline, tu as déjà expliqué que tu avais recruté des personnes qui, au bout de quelques jours, ça ne marchait pas, quoi. Donc, sachant que tu n'as pas trop d'enjeux de salaire non plus, enfin, c'est compliqué, quoi. Mais je ne sais pas si vous voulez témoigner sur l'une ou l'autre. Après, LinkedIn, ça reste quand même si on met pas d'annonce, nous, on met pas d'annonce brute, par exemple. Ouais. On met des statuts, etc. Mais en fait, je me rends compte quand même que LinkedIn, en fait, ça fait partie d'une notoriété, voilà, d'image de marque employeur. Et que finalement, là, j'ai rencontré une candidate il n'y a pas si longtemps qui me disait moi, j'habitais au Cambodge, je connaissais Baguette à bicyclette, et lorsque je suis revenue à Lyon, j'ai postulé chez vous. Elle m'avait envoyé une candidature spontanée, il n'y avait pas d'offre qui avait été pourvue, qui avait été publiée, mais voilà, elle avait tenté sa chance. Donc ça, je pense que les gens ont de plus en plus le réflexe de tenter leur chance, d'envoyer leur profil en se disant si ça peut matcher, super. Et donc LinkedIn, ça participe aussi à ça, parce que moi, je reçois beaucoup de candidatures sur LinkedIn, même lorsque je cherche personne, et en fait, finalement, ça m'ouvre aussi un peu, parce que je regarde toujours le CV, etc. Je m'intéresse à la personne et je me dis, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir besoin d'un profil comme ça pour telle mission? Tu risques de recevoir beaucoup de demandes dans leur mais c'est cool, tu as bien raison. Et toi, Juliette? Alors, je pense que sur le coût d'un mauvais recrutement, c'est très compliqué à chiffrer parce que tout dépend de non seulement le coût déjà de la dépense liée au premier recrutement. Est-ce qu'on s'est fait accompagner d'un cabinet? Dans ce cas-là, c'est peut-être plus cher que si on l'a fait avec une candidature spontanée, par exemple. Il y a le coût, évidemment, le salaire de la personne. Il y a aussi le temps qu'ont passé les autres salariés pour la former, pour l'intégrer, etc. Donc, je pense que le ratio en fonction de tout ça, ça dépend si la personne est restée 2 mois ou 6 mois. Donc, je pense que c'est très difficile de donner un chiffre et que ça peut aller de 1 à 5. Donc, très compliqué de donner un chiffre. Et après, sur LinkedIn, évidemment, c'est tellement reconnu aujourd'hui que beaucoup de candidats peuvent provenir de LinkedIn. Alors après, sur des abonnements recruteurs, je sais que c'est des choses qui coûtent quand même très cher et donc qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde.
Mais effectivement, ça permet de capter quand même un maximum de candidats. Après, c'est toujours un peu à voir si ce sont des candidatures qualitatives vraiment ou si c'est juste du volume. Et voilà, après, c'est des études un peu de prix et de retour sur investissement de ce que ça coûte. Mais parfois, oui, ça draine beaucoup de candidatures parce que je pense qu'énormément de professionnels sont là-dessus. Après, ça dépend quel type de candidature aussi. Je ne sais pas pour Caroline, mais moi, à l'époque où je recrutais des livreurs, ce n'était pas forcément des personnes que j'allais trouver sur LinkedIn, par exemple. Non. Donc, ça dépend voilà. Donc, ça dépend quel type de poste on cherche à pourvoir. Et voilà, encore une fois, si on a 50 candidatures, mais qu'il n'y en a qu'une qui est intéressante, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est à voir. En revanche, il y aurait d'autres canaux ou d'autres outils qui sont peut-être moins chers et qui vont peut-être ne ramener que 10 candidatures, mais dont 3 bonnes. Donc, après, ça, c'est à chaque entreprise de faire un peu des tests finalement et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais pareil, ça demande du temps de faire ça. J'ai le souvenir quand j'ai lancé le Job Vélo, donc j'ai réalisé plusieurs entretiens avec des recruteurs et des employeurs pour vérifier qu'il y avait un besoin avant de lancer ce type une plateforme spécialisée dans les emplois vélo. Et le retour que j'avais eu, c'était que j'avais eu 2 feedbacks intéressants sur LinkedIn et le Bon Coin aussi, dont on n'a pas parlé, qui est aussi une grosse plateforme d'emploi. C'est exactement ce que tu décris, c'est le volume de candidats et de candidates qui est assez impressionnant, mais pour un nombre de candidats qui sont vraiment qualifiés pour le poste, assez faible finalement. Parce que, en tout cas dans l'expérience qu'ils avaient rencontrée, ils me parlaient entre 3 et 1% de candidats qui correspondaient, parce que, on a commencé à en parler avec l'histoire de la lettre de motivation, c'est qu'il est tellement facile de postuler que tout le monde peut mettre son nom, son prénom, son CV une fois pour toutes, et appuyer sur le bouton postuler et envoyer ça en masse, quoi. Donc c'est des super plateformes quand on a le temps de gérer ensuite le volume de candidats et trouver le bon poisson, quoi. Enfin, le bon candidat ou la bonne candidate, pardon. Ok. On a une autre question sur... Alors, elle est un peu longue. C'est intéressant parce que je pense que pour toutes les deux, les métiers que vous recrutez, le numérique est important. Que ce soit développeur ou livreur, il faut, j'imagine, gérer une tablette ou je ne sais pas s'il y a des choses à activer. Donc, enfin, vous ne pouvez pas recruter des gens qui n'ont pas de compétences numériques. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est difficile dans beaucoup de métiers, mais la question nous est posée par Cyrielle des ateliers de l'audace. Comment on gère ça, en fait, l'inclusion numérique aussi dans les candidatures? Est-ce que c'est un sujet pour vous? Alors, chez GeoVélo, je ne vois pas comment, si ce n'est, je ne sais pas comment vous gérez ça, parce que c'est votre cœur de métier, en fait. Donc, mais bon, pour la livraison aussi aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Je sais pas si vous avez une réponse à apporter. Alors, pardon, est-ce que tu peux reformuler la question? Ce serait comment on adapte, en gros, Est-ce que l'accès au numérique, parce que la question c'est l'accès au numérique est un frein important, à la fois parce qu'on pose les annonces en ligne et des gens ne vont jamais en ligne pour voir les annonces. Donc, est-ce qu'il vous est arrivé de poser des annonces ailleurs qu'en ligne? Voilà, j'en ai jamais, enfin j'en vois plus, mais peut-être que ça existe encore. Et puis du coup, voilà, comment vous gérez ça? Alors, chez GeoVélo, effectivement, on n'a pas le cas et tout se passe en ligne. Et c'est presque, j'allais dire, un filtre de toute façon qu'il faut parce que ce serait compliqué de recruter quelqu'un qui serait en fracture avec le numérique. En revanche, quand je recrutais dans ma précédente expérience entreprise avec donc des livreurs, effectivement, j'avais des personnes complètement en rupture avec le numérique. Et là, c'était plutôt à nous de nous adapter. Donc, on passait par exemple, le Pôle emploi. On avait des gens qui venaient directement nous déposer leur CV papier et que je traitais du coup par téléphone, pas du tout d'échange de mails ou rien. Et après, quand ils étaient chez nous, dans l'entreprise, il fallait aussi s'adapter parce que malgré le fait que ce soit une start-up, il y avait donc beaucoup d'outils qui étaient digitalisés, par exemple même la mutuelle, alors qu'eux n'avaient pas forcément accès ni à un ordinateur, alors déjà au travail, mais en plus, même si on leur en fournissait un, c'était compliqué pour eux de gérer ça. Donc là, c'est des pratiques en interne qu'on adapte. Pareil sur la façon de communiquer, c'est-à-dire que pour les uns, je vais faire des choses de façon digitale et pour les autres, ça allait être de l'affichage classique sur les murs, par exemple. Mais après, ouais, c'est une bonne question, la fracture du digital. Je pense que pareil, c'est des choses
que les entreprises peuvent accompagner en proposant des accompagnements, des formations, même des sortes de mécénat finalement de compétences qui favorisent aussi les échanges inter-équipes des personnes qui sont dans les bureaux, je dis de façon classique, et qui sont amenées à travailler avec des outils numériques tous les jours, qui peuvent prendre 1 heure, par exemple, pour montrer à d'autres comment ça fonctionne, les accompagner pas à pas sur de la messagerie professionnelle ou des choses comme ça. Ok. Mais effectivement, chez GeoVélo, on n'a pas trop cette question parce que on ne le précise même pas à la limite dans les annonces parce que c'est un prérequis nécessaire pour travailler dans l'entreprise. Et pour toi, Caroline, c'est… Nous, ça nous est déjà arrivé pour des postes de coursier de mettre des annonces vraiment en hyper proximité, c'est-à-dire dans les petits commerces à côté. Ça n'a pas du tout porté ses fruits pour le coup. Ça a pris beaucoup de temps et ça n'a pas été très efficace. Il y avait une personne qu'on a recrutée une fois qui était pas du tout en âge d'utiliser une tablette ou un ordinateur, etc. Mais on l'avait pris plus pour ses compétences à vélo. Mais malgré tout, nous, il y a quand même une contrainte technique, c'est-à-dire qu'il faut savoir se servir d'une tablette, d'un téléphone. Et aujourd'hui, en toute humilité, chez Baguette à Bicyclette, on n'est pas assez staffé pour accompagner cette transition vers le numérique. C'est-à-dire qu'il faudrait… moi, je me rappelle de cette personne chez nous qui était vraiment en fracture, c'est-à-dire qu'il ne savait pas du tout se servir d'une tablette. Au bout d'1 mois, c'est un vrai problème, quoi. Et nous, on n'arrive pas à mettre un formateur derrière pendant 1 mois parce qu'on n'est pas encore assez gros pour ça. Donc, malheureusement, c'est vrai que pour nous, c'est comme quelqu'un qui ne parle pas français. Je voyais là dans le chat. Nous, on a une prestation à délivrer en entreprise auprès d'entreprises très, 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 très haut de gamme où il faut faire la conversation en disant, bah voilà, quand est-ce qu'on va venir récupérer, voilà les produits qu'on vous propose, etc. Et si la personne ne parle pas français, au même titre que, voilà, moi, je suis la première à me dire, demain, lorsqu'on sera plus gros, on fera de l'insertion. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore se le permettre. Ok. On arrive presque au bout de ce webinaire. Donc, j'ai une question à vous poser à toutes les deux. Est-ce que vous auriez 3 conseils à donner, à recommander à des recruteurs ou employeurs qui auraient peut-être moins d'expérience que vous? Pour vous laisser le temps de réfléchir, j'ai juste un message dans le chat pour les participants et principalement les recruteurs. Alors, c'est le moment pub. Pour l'occasion, je vous partage un code pour publier vos offres d'emploi sur le Job Vélo, ce qui vous permet de tester la plateforme. Et pour les candidats, parce que je crois qu'il y a pas mal de candidats qui sont, qui sont en ligne, on l'a vu avec les questions, et c'est super que vous ayez pu participer. Voilà, le code visio marche jusqu'à mercredi soir, le code promo. En tout cas, voilà, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à cette question et est-ce que vous auriez du coup 3 conseils à partager? Allez, 2, 4, 5, ce que vous voulez en fait, mais voilà, qui puissent partir avec une petite liste de choses à faire pour démarrer dès ce soir une expérience candidat la plus idéale possible. Alors moi, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment, la première chose, c'est de bien identifier le besoin qu'on a. En général, et d'expérience, quand on ne trouve pas le profil qu'on recherche, c'est que finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'on recherche. Du coup, c'est plus compliqué. La deuxième chose, ce serait d'adapter vraiment l'annonce et les canaux utilisés. Enfin, on disait, voilà, c'est pas forcément la même chose quand on recrute un livreur que quand on recrute un développeur sur Paris ou sur Lyon. Enfin, il y a toutes ces choses. Et puis, plus l'annonce est vague et plus les profils qu'on capte seront divers aussi et moins pertinents peut-être. Et après, voilà, soigner l'expérience candidat, même si parfois on manque de temps, de dire, bah voilà, on est désolé, ça prend un peu plus de temps que prévu, on essaye de faire au mieux, mais pas laisser les candidats dans le flou pendant 3 semaines, par exemple. Et ce que disait Caroline, bien soigner l'onboarding des salariés quand ils arrivent. Et la dernière chose, c'est peut-être aussi de se faire accompagner. Enfin, parfois, on ne peut pas tout faire en interne par nos propres moyens, donc essayer de trouver d'autres solutions de, je ne sais pas, un recruteur à temps partagé, d'agence de recrutement, de mission locale, Pôle emploi, enfin plein de choses. Ok, merci. Et pour toi, Caroline? Bah, moi, je pense que de manière générale, ça serait de dire aux recruteurs, je pense, de mieux communiquer autour des métiers du vélo. Et j'essaie aussi de m'appliquer cette chose à moi-même pour que ça éveille un peu plus de conscience, peut-être. Parce que bah, voilà, il y a des métiers dans plein de parties dans plein de parties dans le monde du vélo, du marketing jusqu'au mécanicien, en passant par le coursier, en passant par les développeurs. Donc voilà, et surtout de pas
ne pas regarder que le CV, mais aussi de plus être attentif sur le savoir-être et sur la personnalité du candidat qui parfois, on se dit, tiens, finalement, dans mon entreprise, il pourrait avoir une belle place et il pourrait la faire progresser. Donc moi, c'est un peu mes petits conseils. Après, voilà. Rien de révolutionnaire, mais en tout cas, voilà, j'essaie de me les appliquer. Super, non, c'est très pragmatique, merci beaucoup. On arrive au bout de ce webinaire. J'ai une question pour les participantes et les participants qui sont restés avec nous jusqu'ici. Vous êtes 42, c'est top. Est-ce que vous pourriez simplement évaluer cette heure passée avec nous? Je vous demande simplement de noter cette heure de 0 à 5. 0, si vous avez perdu une heure de votre temps. Et 5, vous avez hyper bien rentabilisé cet atelier avec nous. Donc, si vous voulez bien mettre un chiffre dans le chat maintenant, ça nous aidera, en tout cas moi, ça m'aidera à améliorer les prochains webinaires sur le sujet. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce webinaire sera publié dans les prochains jours, je pense. Écoutez, apparemment, ça vous a été utile, c'est le principal. Pamela, n'hésite pas à nous dire comment on aurait pu passer à 4. Pareil pour JHB. Voilà, je suis vraiment preneur de feedback. Ok, merci Vincent. Effectivement, c'était plutôt tourné recruteur. Je remercie les boîtes à vélo France. Je remercie Cycle Grand Ouest, qui est le cluster des entreprises du cycle du Grand Ouest. Je remercie Cluster, le Cara Mobilité Active, qui est le cluster Rhône-Alpes Auvergne, et Cycling Tech France, qui est l'association des startups du secteur du vélo, qui sont partenaires de ce webinaire. J'aurais dû le faire en intro, je suis complètement impoli, mais ça arrive, tout le monde peut se tromper. Merci toutes les deux, c'est cool d'avoir pris une heure avec moi, surtout que certaines sont levées très tôt, je crois, quand on vend des baguettes. Et puis voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée à tous. Merci Léry, et puis à très bientôt. Merci Léry, merci à tout Salut. le monde. Au revoir. Salut, au revoir.